Démocratique du Congo, un grand pays à la dimension continentale, ces pays de Félix Tshisekedi qui aspirent à l'émergence, il a porté la voix de ces pays du haut de la tribune des Nations Unies avec un discours où il n'a rien oublié. Le président de la République a brossé toute la situation de la République démocratique du Congo. Pour en parler dans ces magazines RDC, Infrastructure et Développement, un invité, lui, c'est le professeur Kasongo Mwema Yamba Yamba. Il est porte-parole du président de la République, étant donné qu'il a accompagné le président et il a vécu la plupart des réunions qui ont été organisées sur l'espace Schengen et même aux États-Unis. Je voulais dire, voilà pourquoi nous l'avons invité pour essayer de décrypter et de comprendre les attentes des populations congolaises. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose, mesdames et messieurs, un extrait du discours du président de la République du haut de la tribune des Nations Unies. Suivons et on se retrouve juste après pour recevoir notre invité. Monsieur le Président, à l'instar d'autres pays en développement, la République démocratique du Congo aspire à l'émergence. Nous sommes convaincus que notre pays, qui par sa position géostratégique se situe au carrefour des regroupements économiques d'Afrique centrale, d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est, doit jouer la carte de l'intégration africaine comme moteur du développement et vecteur de paix entre les nations. C'est pourquoi nous avons soutenu le projet de zone de libre-échange continentale tout en étant conscients qu'il se mettra en œuvre par étapes successives. Ce processus passe inévitablement par l'harmonisation et le désarmement des barrières douanières. C'est dans cette vision que la République démocratique du Congo entend accélérer la mise en œuvre d'un programme de développement d'infrastructures à la hauteur de son immense superficie de 2 345 000 km² afin de relier le pays d'ouest en est et du nord au sud, de faciliter le transit des biens et des personnes et de libérer le potentiel agricole de nos provinces. Monsieur le Président, aujourd'hui, la République démocratique du Congo détient environ 70% des réserves mondiales des métaux stratégiques indispensables pour réaliser la transition énergétique et numérique qui s'impose à l'humanité. Plutôt que d'utiliser ces réserves naturelles de minerais comme source de rente monopolistique, mon pays se propose de s'ouvrir au monde en permettant l'exploitation réglementée de son sous-sol contre un accompagnement à l'industrialisation et à la production de batteries et de composants à plus haute valeur ajoutée. Le monde a soif de cobalt, de coltan et de lithium. Nous voulons des emplois industriels, de la formation et du développement. Bienvenue, M. Kasongo Mwema Yamba Yamba. Merci. Oui, c'est pour la deuxième fois que nous vous recevons dans notre magazine. D'entrée de jeu, nous voulons savoir, vous avez accompagné le président de la République dans cette tournée qui n'a pas encore fini, mais vous êtes revenu au pays. Est-ce qu'on peut savoir les attentes de la population congolaise par rapport à cette tournée? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit pour la partie belge de cette tournée du président de la République, que ce soit pour la partie américaine, ce sont deux premières. En Belgique, le président de la République est allé essentiellement pour réchauffer le climat entre Bruxelles et Kinshasa. Et aux États-Unis, il s'est rendu à New York, au siège des Nations Unies, pour la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était son premier discours, un discours qui était très attendu, vous l'avez dit dans votre annonce. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Certainement beaucoup de choses. Si je prends simplement la partie belge de cette tournée, le président de la République a pu rencontrer plusieurs autorités. Il a rencontré le Premier ministre, Charles Michel,
Et il y a eu une réunion interministérielle entre la partie congolaise et la partie belge. Et autour de cette réunion, on a évoqué beaucoup de sujets. Et il vous souviendra qu'à l'issue de cette rencontre, il y a des accords qui ont été signés, notamment dans trois domaines. Il s'agit notamment d'établir des consultations régulières entre la Belgique et la République démocratique du Congo, la reprise de la coopération au développement et, bien entendu, la coopération entre les deux pays et qui va se faire à travers notamment la réouverture des consulats belges à Lubumbashi et congolais à Anvers, en Belgique. Au cours de cette visite, le chef de l'État a également rencontré les hommes d'affaires, les investisseurs belges, que ce soit ceux de l'ensemble belge ou ceux de la Wallonie, pour voir dans quelle mesure ces investisseurs peuvent reprendre, pour ceux qui avaient interrompu un certain nombre de leurs... Est-ce que c'est sincère? Mais c'est sincère, naturellement, puisque c'était un échange. Le président de la République a accordé, quand nous sommes allés à la fédération des entreprises belges, le chef de l'État a accordé des entretiens individuels à 18 chefs d'entreprise qui lui ont exprimé le souci, le souhait de revenir ou de poursuivre leurs investissements dans notre pays. Donc, ce que l'on peut en attendre, naturellement, d'abord, c'est au niveau des institutions qu'il va y avoir la reprise d'un certain nombre de choses qui étaient en souffrance et, naturellement, du côté des entreprises, il y a la continuité de ce qui avait déjà été commencé, mais également l'ouverture d'autres structures, d'autres parties de la coopération en termes de développement. Je signale également que le président de la République s'est rendu à Gembloux. Gembloux, c'est toujours en Belgique. Toujours en Belgique, oui. C'est en fait un centre universitaire qui dépend de l'université de Liège, qui est spécialisé dans le développement de l'agro-industrie. D'ailleurs, le centre s'appelle Agrotech. Et là également, il y a eu un certain nombre d'échanges avec les enseignants, avec les chercheurs. Je voudrais ici rappeler que le Gembloux travaille en étroite collaboration avec un centre congolais de recherche qui se trouve à Yangambi. Et ce centre congolais est un centre qui a développé pas mal de spécialités, notamment en ce qui concerne le palmier Elaïs. Et c'est un palmier. Les produits de ce centre de Yangambi, aujourd'hui, font la fierté de l'Indochine. Donc on peut dire que dans un avenir proche, on peut s'attendre d'une pluie des investisseurs ici au Congo pour essayer de redémarrer la machine. Mais les déplacements du président de la République, c'est pour ouvrir la République démocratique du Congo aux investisseurs, pour développer l'économie. Nous reviendrons sans doute là-dessus au cours de la partie consacrée au discours du président de la République du haut de la tribune des Nations Unies. Il en appelle régulièrement à la diversification de l'économie congolaise parce qu'il voudrait que notre pays entre derechef dans le développement. Il y a beaucoup de potentialités dans ce pays, mais ce sont des potentialités qui ne sont pas jusque-là exploitées faute d'investissement. Et allons directement à son discours des États-Unis. Le chef de l'État est vraiment d'accord de faire des ouvertures à l'exploitation du sous-sol de la République démocratique du Congo. C'est la partie qui m'a vraiment marqué par rapport à tout son discours. Mais à une seule condition, l'industrialisation. Quand on parle de l'industrialisation, on voit le développement, on voit les emplois, on voit... Comment voyez-vous cet aspect de choses que le chef de l'État a énuméré dans son discours? C'est lui-même, le chef de l'État, qui a donné sa vision par rapport à cela. Quand il prononce une phrase qui est restée véritablement, qui m'a marqué, vous voulez notre cobalt, vous voulez notre lithium, vous voulez prendre ce qu'il y a dans notre sous-sol, très bien, mais apporter en même temps les possibilités pour que le Congolais ne soit pas un laissé pour compte. Nous voulons le développement, nous voulons
l'enseignement. Nous voulons, c'est ça qu'il faut retenir de ce périple du président de la République. Partout où il se rend, il voudrait dire au monde que la République démocratique du Congo est de nouveau ouverte. Vous pouvez venir chez nous, nous vous offrons les meilleures conditions pour que vous puissiez exploiter, que ce soit le sous-sol dont vous avez parlé, mais également le sol. Quand il s'intéresse à l'agriculture, à l'agro-industrie, ce n'est pas seulement le sous-sol qu'il demande à être développé, mais également le sol à travers l'agriculture. Une agriculture qui respecte l'environnement. Du reste, un des thèmes de cette 74e session des Nations Unies, c'était naturellement la couverture maladie, mais aussi le développement durable. Et dans le développement durable, on doit pouvoir exploiter le sol, mais également préserver la nature, préserver notamment les forêts, notamment celles de la République démocratique du Congo, dont il a parlé du haut de la tribune des Nations Unies. En parlant de forêts, les chefs de l'État a énuméré, la RDC aujourd'hui a 47% de forêts vitales pour la survie naturelle du monde. Mais c'est contrairement à ce que la RDC reçoit. Nous ne recevons que 1%. Est-ce qu'on peut espérer, après ces discours, qu'il y aura augmentation du pourcentage dans les sens de retour? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la préservation de la biodiversité, c'est quelque chose qui est dans, disons, les préoccupations du monde entier. On voudrait aujourd'hui préserver la nature. Et la forêt de la République démocratique du Congo est au cœur de cette préservation de la biodiversité. Ce n'est pas normal, et le président l'a dit, que nous qui avons conservé le plus de forêts possible, nous ne soyons rémunérés en retour que à hauteur de 1%. Ce n'est pas normal. Donc il faut rééquilibrer les choses dans la mesure du possible. Pourquoi pas 25% par exemple? Oui, mais ça, c'est des choses qu'il va falloir négocier. Là, le président de la République donnait sa vision de ce que la RDC peut apporter au monde et peut attendre du monde. Maintenant, ce discours doit être... on doit passer maintenant à la pratique. Et cette pratique-là passera par des négociations avec les différents partenaires qui s'intéressent à la biodiversité, qui s'intéressent au développement, qui s'intéressent à l'industrie. En dehors de ce discours, je voulais dire, il y a aussi des réunions privées que le président de la République a organisées. Est-ce qu'avec ses partenaires déjà, les discussions ont déjà commencé ou il faudra encore beaucoup attendre? Parce que vous étiez aussi dans la délégation du président. Bon, dans la délégation au niveau de la Belgique, hein, pas au niveau des États-Unis, mais peu importe. Le ministre des Finances, qui a participé à certains de ces entretiens bilatéraux, a annoncé, c'est passé d'ailleurs sur les antennes d'un certain nombre de médias congolais, qu'il y a le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et les institutions financières internationales qui vont accorder à la République démocratique du Congo 1 milliard de dollars sans intérêt à rembourser. Et ce fonds permettra notamment de contribuer aux États-Unis la gratuité de l'enseignement. Pas cette gratuité de l'enseignement qui va certainement soulager les familles, mais c'est une gratuité qui va coûter de l'argent. Et je pense que cet argent est le bienvenu dans la mesure où c'est un premier pas. Il y aura d'autres contributeurs qui vont naturellement venir. Et tout cela, ça dépend tout à fait fondamentalement de ce qu'il y aura comme discussion, comme négociation avec d'autres partenaires. Oui, vous avez un peu anticipé. C'est vrai qu'on va parler de la gratuité, mais j'aimerais savoir, le chef de l'État a parlé qu'il y a 700 endroits, 700 sites déjà répertoriés pour essayer de construire des micro-barrages d'électricité. Est-ce qu'il y a un chronogramme que vous avez à travers des perspectives, bien sûr, pour essayer d'énumérer par rapport à ces 1 milliard ne serviront pas seulement à la gratuité? Est-ce qu'il y a des partenaires qui sont déjà prêts pour essayer de financer ces projets? Ce dont vous parlez, ce sont les micro-barrages auxquels le président a fait allusion, pas seulement aux Nations Unies, mais auxquels il a déjà fait allusion dans
certains de ces entretiens avec soit les médias, soit avec des partenaires. Les micro-barrages, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas développer un pays sans énergie. Or, nous sommes en déficit en matière énergétique. Et donc, dans la vision du président de la République, il faut développer des centrales électriques, hydroélectriques pour la plupart, parce que nous sommes bien, comment dirais-je, dotés en la matière, mais il faut penser à toutes sortes de possibilités, notamment ces micro-barrages qu'on va installer à divers endroits dans le pays. Est-ce qu'il y a déjà des investisseurs qui se sont annoncés? Pour l'instant, je n'en connais pas, mais c'est un projet. Et c'est un projet, le président l'établit sur le long terme, c'est-à-dire sur la durée de son mandat. C'est donc pendant son mandat que l'on va établir, on va implanter ces micro-barrages pour pouvoir doter la République démocratique du Congo d'un potentiel plus important en matière d'énergie électrique. On ne peut pas développer un pays sans énergie. Aujourd'hui, nous avons repris avec les institutions de Bretton Woods. Nous avons l'avantage de prendre aussi des crédits pour essayer, par exemple, de résoudre tant de problèmes que nous avons ça et là à travers la République démocratique du Congo. Vous savez, ici, tout est quasiment à refaire pratiquement. Il y a beaucoup de besoins, beaucoup d'urgences, vu le budget de 7 milliards qui n'est pas vraiment à la hauteur, qui est aussi critiqué par certaines personnes, vous le savez. C'est l'une des possibilités. Est-ce que le président de la République n'envisage-t-il pas cette idée, par exemple? Le président de la République donne des orientations. Je voudrais vous signaler qu'il y a un gouvernement qui est en place. Et même lorsque nous parlons de la gratuité de l'enseignement, c'est une idée que le président de la République veut concrétiser. Mais c'est le gouvernement qui va le concrétiser. Lorsque nous parlons du développement, lorsque nous parlons de l'implantation des micro-barrages, mais c'est le gouvernement de la République qui va procéder aux discussions nécessaires, à la mise en route effective de ce que le président a tracé comme chemin, a tracé comme schéma à suivre. Donc, pour l'instant, le président de la République a déterminé un certain nombre, comment dirais-je, de lignes de conduite, et c'est au gouvernement de mettre en pratique ce que le président a donné comme vision, a donné comme orientation. Donc, cela dépendra du gouvernement, et le gouvernement se met en route. Vous avez parlé des 7 milliards. 7 milliards comme budget, c'est vrai. J'ai entendu beaucoup de critiques par rapport à cela. C'est le Parlement qui a voté ce budget. Il va falloir certainement trouver des ajustements. Parce que s'il manque un certain nombre, par exemple, s'il manque un certain nombre de moyens pour concrétiser cette vision du chef de l'État, mais il va falloir les trouver quelque part, notamment à travers la coopération, notamment à travers des accords bilatéraux entre la République démocratique du Congo et la Belgique, pourquoi pas. Ce que la partie de la coopération apportera, ça se fera de pays à pays. Donc il y a un gouvernement qui va négocier, voir à quoi on affecte cette aide à la coopération, cette aide au développement, puisqu'on en a parlé en Belgique, à quoi est-ce que ce sera concrètement affecté? Ça, c'est le gouvernement qui se charge de le mettre en pratique. Le président, lui, il vous donne des orientations, et c'est ce qu'il a fait, à la fois dans les discussions bilatérales à Bruxelles, mais également aux Nations Unies, et même après, puisqu'il a rencontré notamment les gens du FMI, les gens de la Banque mondiale, les gens du PNUD. Tout cela, c'est parce qu'il envisage quelque chose pour son pays en matière de développement. Mais par rapport à cette diplomatie, oui, on veut la ouverture de la coopération avec le monde extérieur, c'est pas mauvais, mais le président a fait plus de 2 semaines à l'extérieur du pays. Ça murmure un peu dans beaucoup de salons que le président fait un peu trop de voyages. Quelle est votre lecture? Vous êtes son porte-parole, vous pouvez répondre à cette question parce que vous connaissez la logique de sa pensée et de sa politique. Le président se déplace lorsque c'est nécessaire. Il ne se déplace pas pour juste le plaisir de voyager. Il y a des besoins de notre pays en matière de coopération. Il a d'abord commencé par la coopération interrégionale. C'est nécessaire. Dans
ce qu'il défend tout le temps, il y a, même aux Nations Unies, c'est revenu, la sécurité. On ne peut pas développer un pays, on ne peut pas développer une économie si l'insécurité règne à l'intérieur, règne à l'extérieur, notamment avec les pays frontaliers. Le président se devait, après cette recherche de la stabilité et de la sécurité au niveau du pays, il se devait de s'ouvrir sur l'extérieur et notamment sur l'Occident, l'Europe, les États-Unis, les Nations Unies. Donc, ce qui explique les déplacements qu'il effectue. Mais ces déplacements qu'il effectue, bon, quand vous dites que le pays est resté, vous avez dit seul, mais il y a des institutions. Les institutions de la République fonctionnent. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a le gouvernement. Ces institutions fonctionnent. Maintenant, sur la durée, on peut peut-être en discuter, en débattre si on veut. C'est la démocratie. Les gens peuvent s'exprimer par rapport à cela. Maintenant, le président de la République juge de l'importance d'une mission, de la durée de la mission. Parce que quand on se déplace, on va rencontrer des interlocuteurs. Ces interlocuteurs peuvent être disponibles à un certain moment, à une certaine période. Il faut calculer tout cela. C'est ce que le chef de l'État a fait. Il s'est rendu en Belgique, nous en avons parlé. Ensuite, il s'est rendu aux États-Unis. Et aux États-Unis, il n'a pas fait que des rencontres, comment dirais-je, d'État. Il s'est rendu aux Nations Unies, mais il a discuté avec pas mal de structures. Il a rencontré un certain nombre de potentiels investisseurs, Bill Gates notamment, mais il a rencontré aussi des structures qui s'intéressent à la recherche, avec le professeur Muyembe Tanfoum, par exemple. Il est allé pour rencontrer les structures américaines qui sont intervenues dans le financement de ces recherches sur ce qu'il a trouvé pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Donc, c'est une démarche multisectorielle qui peut expliquer que ce voyage ait eu une durée un peu plus longue que les voyages qu'il effectue habituellement. La coopération a repris. Qu'est-ce qui était à la base de ces verrouillages-là? Il y a beaucoup d'éléments qui sont intervenus dans l'arrêt ou le freinage de la coopération bilatérale ou multilatérale. D'abord, les questions de politique, les questions de, comment dire, la liberté d'exercer les fonctions pour ceux qui exercent les fonctions politiques. Il fallait que le pays réponde à un certain nombre de critères de démocratie. Et le président l'a dit, même aux Nations Unies, il n'y a plus de prisonniers politiques. C'est fini le temps où quelqu'un pouvait aller en exil simplement parce qu'il avait des opinions contraires aux opinions de ceux qui dirigent le pays. C'était parmi les conditions que la plupart des bailleurs de fonds, la plupart des pays amis, entre guillemets, mettaient à la reprise de la coopération, à la reprise de l'aide au développement. Cela, nous l'avons tous suivi. Le pays a connu une transition politique pacifique. Le pays, aujourd'hui, a accueilli tous ceux qui étaient en exil à l'extérieur. Le pays, aujourd'hui, les gens peuvent s'exprimer. Donc, ceux qui avaient justifié certaines restrictions par rapport à la coopération, certaines restrictions par rapport au déplacement des investisseurs, aujourd'hui, n'existent pratiquement plus. Donc, on peut comprendre que ces pays qui avaient bloqué ou qui avaient plus ou moins freiné leur participation au développement de la République démocratique du Congo puissent aujourd'hui dire « Ok, nous ouvrons les bras, nous revenons au Congo, parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous nous donnez des garanties. » Et d'ailleurs, l'une des mesures sur lesquelles ont porté les signatures, dont j'ai parlé tout à l'heure en Belgique, c'était notamment la garantie pour les investisseurs. Effectivement, ils ne vont pas investir et demain c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est un partenariat, mais les gens ne viennent pas pour nos beaux yeux, ça, il faudrait le savoir. Personne ne vient en RDC pour les beaux yeux des Congolais. Les personnes viennent avec leurs moyens financiers, mais ils attendent en retour qu'ils gagnent
ceux qui investissent attendent des bénéfices. Mais le président a indiqué du haut de la tribune des Nations Unies que c'est ouvert, c'est vrai, mais dorénavant, il faudrait que ce soit un partenariat responsable. Le Congo doit être bénéficiaire, le Congolais, l'homme congolais, doit être bénéficiaire de tout ce que nous allons recevoir comme investissement extérieur, dans quelque domaine que ce soit. Il faudrait que l'homme congolais, in fine, soit le dernier, comment dirais-je, celui à qui revient le dernier mot, parce qu'il va bénéficier de ces investissements. Ce n'est pas pour simplement que les autres viennent tirer profit de notre sous-sol, mais que le Congolais en bénéficie au niveau de son développement, au niveau de sa santé, au niveau de l'éducation, au niveau de sa vie, tout simplement. Qu'avez-vous remarqué chez le président de la République, parce que vous étiez avec lui, sur sa vision pour le Congo, pour l'Afrique et pour le monde, durant cette tournée? Mais il l'a dit à la tribune des Nations Unies. Aujourd'hui, quand le chef de l'État réclame que pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Afrique ait une représentativité, il le dit au nom, bien sûr, de la République démocratique du Congo, mais il le dit aussi au nom de l'Afrique. N'oubliez pas qu'il est deuxième vice-président de l'Union africaine. C'est une voix congolaise qui est allée s'exprimer, mais qui s'exprime aussi au nom de l'Afrique. Je ne vais pas rentrer dans certains messages que j'ai vus sur les réseaux sociaux, où on demanderait carrément que le président de la République aille aider d'autres pays pour faire ce qu'il a fait dans son pays. Donc c'est une observation que tout le monde a faite. Effectivement, le Congo a de nouveau une voix qui se fait entendre, et qui se fait entendre depuis la plus haute des tribunes, celle des Nations Unies. S'il y a une chose que j'ai remarquée depuis qu'il a plu au chef de l'État de m'approcher de lui, c'est quelqu'un de très sincère, c'est quelqu'un de franc. Et nous avons constaté que lorsqu'il sort du texte et qu'il commence à développer ses idées, il est nettement plus à l'aise. Voilà, nous allons prendre une petite pause pour suivre le deuxième extrait et puis nous allons revenir pour parler cette fois-ci de la gratuité. Mon gouvernement a fait de la production d'énergie propre et renouvelable la première de ses priorités économiques pour le quinquennat. Nous pouvons, moyennant des investissements agressifs et une politique attractive de protection de ces investissements, passer de moins de 10% d'électrification actuellement à 60% dans les 10 prochaines années, faisant reculer très significativement la consommation du bois de chauffe. Aussi, dans le cadre de la réalisation de notre mix énergétique, pour renforcer la lutte contre la déforestation, mon gouvernement encourage le développement de l'utilisation du gaz domestique dans les zones urbaines, périurbaines et rurales. À terme, nous voulons être l'endroit de la planète où le kilowattheure électrique sera le moins cher, grâce à l'exploitation de notre capacité de plus de 100 000 MW en hydroélectricité. Merci beaucoup à la réalisation. Professeur Kasongo Mwema Yamba Yamba, porte-parole du président de la République. Un mois après la rentrée scolaire, la gratuité ne semble ne pas marcher correctement. Vous le savez, il y a des grèves ça et là, il y a des écoles où il n'y a même pas de décret. Est-ce que, pour aller droit au but, cette décision, le président de la République ne l'a pas prise à la va-vite? Est-ce qu'il y avait des études menées pour essayer de mettre en place cette gratuité ou comment? Essayez un peu de nous expliquer, s'il vous plaît. Je vais juste rappeler certaines réalités. Il y a eu une table ronde qui a été organisée par le ministre de l'EPSP sortant. Cette table ronde a notamment travaillé sur la gratuité et sur ce que cela va coûter. Donc ce n'était pas une mesure prise à la va-vite.
la mesure a été prise avant que l'actuel gouvernement n'entre en fonction. C'est une chose. Le gouvernement est en fonction et c'est au gouvernement de mettre en application cette décision, cette mesure du chef de l'État. Il y a eu cet atelier dont je vous ai parlé et qui a réuni, je crois, tous ceux qu'il y a comme responsables autour de cette question de la gratuité de l'enseignement. Il y a à la présidence de la République une commission qui siège d'ailleurs jusqu'à présent. En ce moment où nous parlons ici, il y a une commission qui est en train de siéger pour étudier cela. Il y a une commission permanente qui a travaillé avant et qui continue de suivre. Parce que à la présidence de la République, vous avez certes vous avez des conseillers dont le rôle est de voir comment la politique du président est mise en pratique par le gouvernement. Et ces conseillers, notamment cette commission, elle réunit plusieurs spécialistes qui sont autour du président de la République et elle suit la faisabilité de la mesure qui a été prise par le chef de l'État. Maintenant, qu'il y ait des grèves, moi je pense que pour l'instant, il y a un gouvernement qui existe, c'est au gouvernement de voir avec les différents partenaires au niveau de l'éducation, voir comment répondre aux besoins que ces grévistes expriment. Le président de la République, encore une fois je le répète, a donné une idée. Cette gratuité de l'enseignement n'est pas seulement issue de la décision présidentielle. C'est quelque chose de constitutionnel, c'est prévu. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait quand même un gouvernement qui mette en pratique ce souhait-là. Regardez aujourd'hui, j'écoute, je suis moi-même grand-parent, donc j'entends ce que les gens disent. Aujourd'hui, c'est la ruée vers l'école. Il y a une école à Ntsele, par exemple, où nous avons réalisé des statistiques. Ils avaient 214 élèves, cette école. Mais aujourd'hui, avec la gratuité, nous sommes à 899 élèves. La salle est pleine et il n'y a même pas moyen de donner des cours. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est un côté que ceux qui critiquent la mesure ne prennent pas en considération. Aujourd'hui, avec la gratuité, et l'une des missions, si je peux m'exprimer ainsi, qui est affectée à cette gratuité, c'est précisément que les parents qui avaient des difficultés pour envoyer les enfants à l'école, aujourd'hui ne puissent plus prétexter de cela pour garder les enfants à la maison. Je crois que c'était une mesure qu'il fallait absolument mettre en pratique. Maintenant, on peut discuter pour voir qu'est-ce qu'il va falloir corriger par rapport à certains effets que l'on... Infrastructures, augmenter les écoles publiques qui ne sont pas assez aujourd'hui à Kinshasa. Si nous faisons la balance aujourd'hui entre les écoles publiques et les écoles privées, en tout cas, sans craindre d'être contredit, je me dis que les écoles privées sont très élevées par rapport aux écoles publiques. Disons, elles sont peut-être plus nombreuses par rapport aux écoles publiques, mais précisément, l'une des actions du président de la République pendant le programme d'urgence des 100 jours, ça a été, et vous l'avez vu, notamment la réfection de certaines écoles, si pas la construction de nouvelles écoles, notamment à l'intérieur du pays. C'est parmi les chantiers que le président de la République... Ah oui, prioritaire. La santé également. C'est parmi les chantiers prioritaires du chef de l'État. Bien sûr, Rome ne s'est pas construite en un jour. Ça, il faudrait que ceux qui critiquent, c'est leur droit de critiquer, comprennent également qu'il y a du temps. Il faut donner du temps au temps, comme aurait dit un président français. Merci beaucoup. On va parler maintenant infrastructure pour terminer, à moins que vous ayez quelque chose d'autre d'ajouter sur cet aspect des choses de la gratuité. C'est une mesure qui est prise, forcément. Elle ne va pas aller de soi. Il va y avoir certainement des endroits où il va falloir réactualiser les choses. Mais ça, c'est inhérent à toutes les mesures lorsqu'on les prend et qu'on les met en route. Ce n'est pas propre à la mesure concernant la gratuité de l'enseignement.
Voilà, merci. Maintenant, nous allons parler des infrastructures. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé un programme d'urgence qui a été matérialisé. Aujourd'hui, nous sommes largement au-dessus de ce programme d'urgence. Mais à l'intérieur du pays, il y a quelques ouvrages qui ont été construits dans ce cadre, bien sûr. Mais on est trop focalisé ici à Kinshasa, où sur le boulevard Lumumba, par exemple, les habitants de la Tchango sont en train de souffrir tout le jour avec des embouteillages monstres qui sont créés là-bas par rapport aux travaux de saute-mouton. On nous a écrit, on nous a dit sur ces tableaux qui sont affichés ça et là, que les travaux en question devraient prendre 3 mois, si je ne m'abuse. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 6 mois, on ne comprend pas. On cherche à entrer en contact avec le service de communication de l'Office des routes qui exécute ces chantiers, mais c'est difficile, ils ne communiquent pas, on ne sait pas à quand ces travaux vont se terminer et il faut autre lecture par rapport à ça. J'ai suivi, je crois que c'est dans cette émission que vous avez reçu le patron de l'OVD. Bon, il s'est largement expliqué là-dessus. Il n'y a pas que l'OVD, il y a l'Office des routes que vous avez cité, même si là on ne vous donne... Oui, l'OVD s'est exprimé, le DG de l'OVD, l'ingénieur Benjamin Oenga, lui, il était ouvert, il nous a expliqué et on a compris. Mais du côté de l'Office de route, c'est là que nous nous plaignons pour essayer de voir, de savoir, on en est où avec ces travaux exactement. Naturellement, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Oui, ce n'est pas à vous de répondre, mais moi, j'aimerais que vous puissiez faire une analyse sur le programme de 100 jours et de lancer aussi un message d'apaisement à cette population de la Tchango qui est en train de souffrir par rapport à ces travaux. Il n'y a pas que la population de la Tchango. Nous sommes tous des usagers de la route. Nous souffrons tous des embouteillages. Du reste, les travaux de saut de mouton sont précisément mis en route pour que plus tard, il y ait moins d'embouteillages à Kinshasa. Je n'aime pas utiliser l'expression des douleurs de l'enfantement, mais forcément, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'est vrai, et le président lui-même s'en était expliqué. Il avait demandé à la population de Kinshasa de prendre le mal en patience. Il avait demandé que, à côté de ces, comment dirais-je, des agréments que l'on éprouve par rapport à la construction de certaines routes, des sauts de moutons, que les services qui ont le fonctionnement de la circulation dans leur responsabilité puissent essayer d'alléger la souffrance des automobilistes et des usagers quinois. Bon, les travaux d'urgence, du programme d'urgence ne s'arrêtent pas qu'à Kinshasa. Les travaux du programme d'urgence sont également exécutés à l'intérieur du pays. D'ailleurs, je peux peut-être vous l'annoncer, nous allons reprendre la diffusion des modules de 6 minutes que nous diffusions dans le temps par rapport notamment à l'école qui a été reconstruite ici, au camp Tchachi, etc. Voilà. Nous allons reprendre cette diffusion du focus, notamment en insistant sur ce qui se fait à l'intérieur du pays. Et vous pouvez me croire, les travaux se font de manière correcte, mais il ne faut pas que les gens restent uniquement focalisés sur les travaux des 100 jours, les travaux du programme d'urgence. Le programme du président, il va au-delà de l'urgence des 100 jours. Et donc, puisque vous avez demandé qu'on fasse un appel, ce serait cet appel-là, que c'est vrai, il y a des désagréments liés à certains travaux qui se font, mais que les gens n'oublient pas qu'aujourd'hui, on peut utiliser l'avenue Bokassa, qu'aujourd'hui, l'avenue de l'université, ça a occasionné un certain nombre de désagréments, mais aujourd'hui, les conducteurs ont du plaisir à rouler de nouveau sur ces avenues qui étaient devenues de véritables nids de poux. J'aimerais que vous puissiez aussi lancer un appel, M. Kassoumouema. Il y a un constat très malheureux, c'est très triste quand je le dis. On a reconstruit ces routes, mais nous avons une mauvaise mentalité. Les riverains qui jettent. Aujourd'hui, il a plu sur Kinshasa. Vous avez vu comment est-ce que les caniveaux, l'image, le décor qui présente la ville de Kinshasa aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas entretenir les caniveaux. Pouvez-vous lancer un message aujourd'hui? Parce qu'on ne cessera de le dire. Nous devons continuer à sensibiliser la population pour l'entretien de ces ouvrages qui coûtent énormément à la République. J'aimerais que vous puissiez lancer ce message en lingala
aux téléspectateurs pour l'entretien de ces jours? Bon, déjà, mon lingala n'est pas des plus performants. Mais l'essentiel que le message passe. Non, je crois que la population, Banamboka, et Sengeli, Baye Baïté, Kotonga, Balabala, Kotonga, Ba. Misala Oyo et Ezako Salema, Mikolo oyo na Kinshasa, pe na kati ya intérieur ya mboka, Ezak kosenga mbongo ebele. Soki tosali makasi wana. Babalabala etongami. Kasi pona nini tosalaka makasi biso moko te pona babalabala wana eumela. Po babalabala wana to conserver yango na ndenge elongo bani. Omeli na yokoka. Pona nini okobwaka. Bon, okebisanga peut-être que ba poubelle ezaka souté. Mais mai ya niveau mbule beti aboy. Mais baka niveau nyonso mai ko zonga kaka na bisika o tozana ba pont lobby na lobby ko zala no pont boye ekwei parce que donc ezali ko senga naza ko senga mais ngai nazali normalement la charge wana te mais kasi en tant que citoyen baninga oyo bazako bandeko bazako landa bazala na makanisi wana pona ko bongisa ko entretenir biloko oyo etongami na talo ya makasi. Voilà, je crois que on m'excusera pour mon lingala qui n'est peut-être pas très performant. Oui, le message est passé, et les gens ont compris. Et lors de la première entretien que vous nous avez accordé, vous nous avez parlé d'une équipe qui était en train de travailler pour essayer d'organiser un point de presse par rapport au chronogramme, par rapport à un tableau de bord bien défini, présentant le nombre de kilométrages réalisés à travers telle province, le nombre de cols réhabilités, ainsi de suite. Aujourd'hui, on peut savoir, vous êtes à quel niveau par rapport à ce travail? Le travail continue à se faire. C'est vrai que bon, j'étais en dehors du pays, notamment pour les besoins d'accompagner le chef de l'État. Là, on est de retour. Nous allons de nouveau nous atteler à ce que ce point de presse puisse véritablement venir éclairer l'opinion de la population. Je vous ai parlé d'une commission qui travaille au niveau de la présidence. C'est cette commission-là. Et là, les statistiques, et là tout. Mais il va falloir quand même qu'un jour, on donne l'opportunité à cette commission de pouvoir montrer à quel pourcentage on est arrivé par rapport à la construction des routes, par rapport à la construction des écoles, etc., etc. Donc cette commission, c'est une commission qui est là, en permanence, au niveau de la présidence de la République, mais il faudrait trouver l'opportunité, les moyens pour pouvoir lui donner l'occasion de présenter ce travail-là à la population. C'est donc ce point de presse-là dont je vous parle, et je pense que je ne veux pas donner de date, donner de jour, mais je pense que ça va se faire assez rapidement. Nous sommes en train de travailler à la mise au point de la faisabilité de ce point de presse pour présenter l'ensemble de ces travaux du plan d'urgence du président de la République. Oui, M. Kasongo Mwema, vous êtes porte-parole du président de la République. Pourquoi le chef accorde plus d'importance à la presse extérieure par rapport à la presse locale? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons, vous n'allez pas me contredire, la plupart des grandes décisions et la plupart des grandes choses, il est dit à l'extérieur, quand il voyage. C'est comme si le chef est plus à l'aise à l'extérieur qu'en interne. Je crois que c'est une fausse impression que vous avez. Le président de la République a déjà accordé une interview aux médias congolais. C'était à Bunia, en Ituri. Le chef de l'État avait promis qu'il allait régulièrement rencontrer les journalistes. Il est vrai qu'il le fait plus facilement lorsqu'il est à l'extérieur parce qu'il y a plus de disponibilité. Nous qui sommes ses services, nous essayons de faire en sorte que lorsqu'il a quelque chose à dire au monde, il puisse le dire dans les meilleures conditions. Nous avons... Ici, il n'y a pas les meilleures conditions. Attendez, le président de la République a parlé aux journalistes congolais à Bunia. Aujourd'hui,
Les journalistes sollicitent les interviews. Ne croyez pas que le président arrive, il dit « les journalistes, venez ». Ce sont les journalistes qui demandent au chef de l'État s'il peut leur accorder des interviews. Notre rôle, c'est... Vous pensez qu'ici à Kinshasa, il n'y a pas de demande? Il y a certainement des demandes. Je ne sais pas à qui d'abord ces demandes sont adressées. Et l'une des missions du porte-parole, c'est précisément de faire en sorte d'expliquer ce que le président a comme vision, comme action qu'il met en route. C'est de promouvoir ce qu'il est en train de faire, notamment lorsqu'on voit ce qui se fait au niveau des travaux d'urgence des 100 jours, mais également de défendre lorsqu'il y a des critiques. L'une des meilleures possibilités que nous puissions offrir, effectivement, c'est que dans la mesure de son calendrier, le chef de l'État puisse discuter avec des journalistes. Lui-même avait déjà accepté de rencontrer les responsables des médias pour voir dans quelle mesure, parce que la presse ici, on ne voit que la presse de Kinshasa, on ne voit pas dans quel état se trouvent les médias à l'intérieur du pays. Il m'avait déjà interrogé là-dessus. Bon, en tant que spécialiste du domaine, j'ai essayé de lui en parler. Mais le président de la République est tout à fait disponible pour pouvoir parler avec les médias congolais. Lorsqu'il le fait à l'extérieur, encore une fois, j'insiste, c'est à la demande des médias extérieurs qui veulent écouter ce président qui est aux affaires en République démocratique du Congo pour qu'il leur explique ce qui se fait chez lui, mais également quelle est sa vision du monde. Je peux vous garantir que dans la mesure de son calendrier, le président de la République est tout à fait disposé à rencontrer les médias congolais. Je ne peux pas vous dire combien de fois, mais dès que nécessaire, le président de la République rencontrera les médias congolais. Parce que vous avez parlé de la demande, peut-être que la demande est mal faite. Si aujourd'hui, je prends l'exemple de ces magazines qui reçoivent aujourd'hui RDC Infrastructure et Développement, s'il y a une demande à faire, on va l'adresser à qui? À vous, au directeur de la presse présidentielle ou au directeur de la communication? C'est à qui on doit adresser cette demande pour essayer d'avoir le chef de l'État et le faire parler? Le chef de l'État a plusieurs services qui concourent, qui répondent à ce genre de demande. Vous avez le service, vous l'avez dit, de la presse présidentielle. Effectivement, c'est un service qui est là pour parler du président aux médias. Son rôle, c'est de montrer ce que le président réalise, ce que le président fait. C'est le travail que font normalement nos collègues du service de la presse présidentielle. Et s'il y a une demande à adresser, naturellement, vous passez par ce service-là pour obtenir une interview du chef de l'État. Mais vous savez, le président de la République a plusieurs collaborateurs pour lui faire parvenir le besoin d'être, comment dirais-je, d'être informé. Nous faisons partie de ceux qui peuvent dire au président, les amis de la presse ont besoin de vous entendre, ont besoin d'obtenir une explication de votre part par rapport à tel problème. C'est aussi une demande. Quoi qu'il en soit, le service de la presse présidentielle est le premier interlocuteur des médias congolais. Mais le porte-parole est également quelqu'un qui est là. Qui peut influencer aussi. Qui est comment dirais-je, un interface entre le président de la République et l'opinion. Et donc, vous faites partie de ceux qui informent l'opinion. Et donc, je suis également un canal approprié pour pouvoir proposer au chef de l'État des rencontres avec les médias. Du reste, je l'ai déjà fait, notamment pour la rencontre qui a eu lieu à Bunia. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin. Vous savez, la télévision, c'est le temps. Nous allons vous donner 1 minute 30 pour conclure une préoccupation que nous n'avons pas énumérée dans notre questionnaire. Peut-être que vous aimeriez mettre à la place publique. La préoccupation n'est pas la mienne. La préoccupation est celle du président de la République. Elle concerne notamment l'environnement. C'est vrai que nous n'avons pas conscience, d'une manière générale, de l'importance que le monde attribue à la République démocratique du Congo, notamment en cette matière-là. Je crois qu'au niveau des Nations Unies, il y a eu plusieurs ateliers, il y a eu plusieurs modules auxquels le président de la République a participé, et on a pu se rendre compte qu'avec les difficultés qui arrivent actuellement, notamment
dans les forêts amazoniennes, avec les incendies dont tout le monde a parlé, la République démocratique du Congo prend une importance encore plus grande, notamment sur cette question-là de l'environnement. C'est vrai que l'environnement, aujourd'hui, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est un domaine d'avenir. C'est un domaine d'avenir, et je pense que le président de la République a eu raison de l'affirmer du haut de la tribune des Nations Unies, que son pays, la République démocratique du Congo, constituait un réservoir important en cette matière-là, et nous aurons probablement l'opportunité de développer différentes questions liées à cette question de la biodiversité, à cette question de la préservation de l'environnement. Mais la préservation de l'environnement, ça coûte cher, et ça coûte même énormément cher. Donc, il faut qu'il y ait des financements. Ce n'est pas la RDC toute seule qui va trouver les financements nécessaires pour préserver la biodiversité de son système. Ce n'est pas la RDC seule qui va trouver les financements nécessaires pour, comment dirais-je, donner la possibilité à ceux qui habitent ces forêts, à ceux qui habitent ces écosystèmes, de pouvoir... Parce que s'ils doivent cesser de fonctionner au charbon sur bois, mais il faudrait bien leur trouver des énergies renouvelables à leur proposer. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est faire bouillir la marmite. Mais s'ils le font avec les makala, vous n'allez pas leur dire « ne faites plus de makala », mais sans leur proposer quelque chose. Donc il y a un financement qui doit provenir de quelque part, naturellement de la République démocratique du Congo elle-même, mais également de ceux qui, entre nous, polluent la planète, beaucoup plus que nous. Merci beaucoup, professeur Kasongomwe Mayamba. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du président de la République. Avec vous, nous avons décrypté et analysé la tournée héros-américaine du président de la République, essayer d'avoir les attentes que la population congolaise attend sur ces périples du président de la République. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce numéro. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous profitons également pour remercier le Resto Royal Event 19 pour nous avoir offert ces cadres prestigieux pour réaliser cette émission avec le porte-parole du président de la République, toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission me charge de vous dire encore une fois de plus, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre mission. Entre-temps, prenez bien soin de vous. Au revoir.